Avant de parler de l'actualité des études grecques, j'aimerais bien lever un malentendu, parce que très souvent les gens s'imaginent que la Grèce antique représente un domaine connu, donné, dont on a fait le tour depuis longtemps, et que par conséquent ce que nous faisons, c'est uniquement de transmettre cette connaissance. Or, rien n'est plus faux. Et même les données élémentaires se renouvellent d'une façon extraordinaire. Je pourrais citer les choses qui ont été découvertes dans ma vie d'adulte, dans les dernières décennies. Je vois par exemple l'archéologie qui apporte des données extraordinaires. Tout ce qu'il y a en haut du musée d'Athènes à l'heure actuelle, tout l'étage supérieur, sont des choses qui étaient inconnues de mon temps, qui viennent des fouilles de Théra où on découvre une civilisation de plusieurs siècles antérieurs à tout ce que l'on connaissait. De même, on a découvert, mais dans les années récentes, le tombeau de Philippe avec tous ces objets d'or extraordinaires qui ont été montrés dans le monde entier. Mais c'est une découverte récente. On a vu sortir des fouilles des objets grecs aux limites de l'Inde, un peu partout. Des inscriptions grecques, on en trouve encore en moyenne, je crois, 1000 par an. Pas toutes importantes, naturellement, mais dans le monde entier. Et avec cela, des documents, c'est clair. On a lu l'écriture mycénienne, il n'y a pas longtemps, l'écriture de ce qui avait précédé, on ne savait pas si c'était du grec ou si ça n'en était pas. C'en était, et voilà du coup des siècles qui s'éclairent et qui étaient inconnus. On trouve même des textes de littérature. Quand j'étais jeune, je sais bien que ça fait longtemps, mais on ne connaissait pas une seule pièce entière de Ménandre, qui avait été un auteur très très connu. Eh bien, j'ai assisté à la découverte, enfin du moins à la diffusion d'une première pièce de Ménandre entière, et maintenant nous avons 2 pièces de Ménandre entières. Je dois dire, c'est assez rare, les grandes découvertes de ce genre. Enfin, ça peut arriver. Mais ce qui a encore plus changé, c'est notre habitude de les commenter, de les éditer. La philologie, l'art d'éditer ces textes anciens, elle n'a que un petit siècle d'existence. Les éditions de textes, le classement des manuscrits, l'étude exacte des mots, tout cela est récent et il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. D'autant plus qu'avec les ordinateurs, etc., le travail d'inventaire des emplois de chaque mot est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Alors tout cela, donc, la réalité, les données se modifient. Mais c'est quand même moins important, à mon sens, que le fait que nous posions à ces textes des questions nouvelles. Ces questions, nous les posons en fonction de ce qui nous intéresse, nous, maintenant, en fonction des disciplines nouvelles, en fonction des intérêts. Et alors, on voit par exemple des questions relatives aux Grecs sortir de l'existence de l'anthropologie ou de la sociologie, de l'étude des mythes dans les sociétés primitives. Tout cela amène à interroger autrement les textes et par suite à découvrir des choses nouvelles. Je crois d'ailleurs que cet intérêt né de l'actualité ajoute une certaine actualité aux travaux qui sont faits, à notre façon de lire les textes. Mais je dis ajoute parce que je crois que ce n'est pas la raison principale de cette actualité des études grecques dont je voudrais parler. Je l'expliquerai par 2 causes plus profondes. L'une qui tient à nous et qui est une sorte de rencontre, et l'autre qui tient
aux Grecs, à la culture grecque, à ce qu'elle était. Ce qui tient à nous, c'est la rencontre, c'est le fait que nous nous sommes remis à vivre essentiellement de politique, à parler politique, à vivre de la démocratie, à la commenter, à la discuter. Alors, résultat, la Grèce, qui a vécu cette même expérience, qui a vécu comme cela, qui a inventé la démocratie, devient actuelle et importante pour nous. L'autre trait, c'est, je crois, cette tendance qu'avaient les Grecs, et indépendamment cette fois de toute rencontre historique, la tendance qu'ils avaient à voir tout sous un angle général, à dégager des principes, des idées, à s'exprimer d'une façon qui puisse être accessible facilement à d'autres gens et toucher à d'autres époques. Une sorte de désir d'universalité, qui est évidemment un trait encore plus important que celui que j'indiquais. Si bien que je voudrais, dans ce petit exposé, choisir deux exemples qui sont un peu de mon expérience et de mes études personnelles, mais qui illustrent ces deux aspects. D'abord, l'invention de la démocratie. Ensuite, l'invention du héros tragique. Et ce seront mes deux exemples aujourd'hui. C'est quand même amusant de penser qu'on fêtait, il y a 2 ans et encore un peu l'année dernière, le 2500e anniversaire de la démocratie. C'est un point de départ précis au moment où Athènes s'est donné des institutions démocratiques. Même le mot démocratie qu'ils ont inventé, on le voit naître, on sait quand il est né. Les Grecs aimaient classer, définir les régimes. Ils auraient pu dire démarchie, comme on dit oligarchie ou monarchie. Ils ne l'ont pas fait, nous savons aussi pourquoi, très vraisemblablement. C'est parce que la démarchie existait comme une petite magistrature à Athènes et ça aurait prêté à malentendu. Donc, démocratie, le mot apparaît probablement dans la première moitié du Ve siècle, on ne peut pas dire la date exacte, il est déjà 2 fois dans Hérodote. Mais voilà, les institutions, le mot, et tout cela est lancé. Naturellement, ce n'est pas du tout la même démocratie que celle dont nous parlons aujourd'hui. C'est une toute petite cité, démocratie directe, sans représentants. C'est une démocratie dans laquelle, d'autre part, ni les femmes, ni les esclaves, ni, je dis les métèques, mais ça n'a aucune valeur péjorative dans la Grèce ancienne, ne participaient. C'était limité aux citoyens. Donc il y avait des différences considérables, mais l'esprit général, la définition, l'idée maîtresse a été dégagée, parce que il y a peut-être eu des démocraties ailleurs, mais les Athéniens ont dégagé les principes, défini en quoi cela consistait, etc. Alors, cela amène 2 sortes d'études pour nous. On peut étudier, et c'est de l'histoire, comment ils faisaient, comment on votait, comment un homme prenait de l'influence, par quelle voie on faisait aboutir un projet. Tout cela, par comparaison, nous intéresse notre temps, nos problèmes. Mais cela ne nous intéresse qu'indirectement, c'est plutôt pour montrer des différences. Si vous voulez, ces études-là montreraient presque la non-actualité, non pas des études grecques, mais de la Grèce. Et alors maintenant, où vraiment on ne peut pas passer une journée
sans entendre les mots de démocratie, d'Europe, de droit, de vote, de candidature, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment nos soucis correspondent à des principes qui avaient déjà été dégagés dans cette Athènes du Ve siècle. C'est d'abord la ferveur pour la démocratie qu'on trouve dans les textes. Mais avec la ferveur, on trouve l'analyse des conditions pour que la démocratie puisse exister et réussir. Et puis on trouve les difficultés. Et on trouve les critiques. Alors j'aimerais évoquer très vite ces points, parce qu'ils sont dits avec une telle netteté à cette époque. J'ai dit les conditions. Eh bien, la ferveur pour la démocratie s'accompagne toujours de l'indication de la condition essentielle qui est la loi, le respect de la loi. Les Grecs ont pris conscience du fait que les barbares, les Perses, les Asiatiques obéissaient à un maître absolu et qu'eux étaient libres. Mais libres, cela voulait dire obéissant à la loi. C'était la condition de la liberté. Et ils l'ont dit avec beaucoup de force, et moi ça me touche toujours parce que dans nos grands États où on n'a plus de contact aussi direct, on perd souvent de vue cette notion. Et j'aimerais citer deux textes. Il y en a un, c'est un texte de tragédie. C'est un texte d'une tragédie d'Euripide, Les Suppliantes, où il y a un débat. Chez les Grecs, les choses se présentaient toujours comme ça, en opposition. On défendait l'un, on défendait l'autre. Alors il y a un débat sur les qualités et les défauts de la démocratie. Et dans ce débat, je lis le texte suivant, pour montrer l'importance des lois. Sous l'empire des lois écrites, pauvres et riches ont même droit. Le faible peut répondre à l'insulte du fort, et le petit, s'il a raison, vaincre le grand. Quant à la liberté, elle est dans ses paroles. Qui veut, qui peut donner un avis sage à sa patrie? Alors, à son gré, chacun peut briller ou se taire. Peut-on imaginer plus belle égalité? Vous voyez que la ferveur du ton est remarquable, mais qu'elle est liée à l'idée de lois écrites. Les lois écrites, naturellement, ça met fin aux privilèges mystérieux des grands, mais ça protège le citoyen contre les privilèges de la force ou de la naissance qui s'exerceraient de façon fâcheuse dans la cité démocratique. Et alors, un demi-siècle après Euripide, j'aimerais citer un texte de Démosthène qui nous touche par certains côtés, on voit l'actualité, où il dit aux juges, c'est-à-dire à un immense jury populaire, pourquoi vont-ils rentrer, il leur demande pourquoi ils vont rentrer chez eux tranquillement, sans avoir peur, sans se retourner, sans savoir s'ils ne vont pas être suivis par quelqu'un de fort et ayant de mauvaises intentions. Et la réponse de Démosthène, pourquoi n'ont-ils pas peur? C'est parce qu'il y a la loi. Et alors l'obligation est de soutenir la loi. Et il y a la suite du texte, je la trouve assez émouvante. Or, cette force des lois, en quoi consiste-t-elle? Est-ce à dire qu'elles accourront pour assister celui d'entre vous qui, victime d'une injustice, criera à l'aide? Non. Elles ne sont qu'un texte écrit qui ne saurait posséder un tel pouvoir. Alors, qu'est-ce qui fait leur force? Vous-même, à condition de les fortifier et de mettre en toute occasion leur puissance souveraine au service de l'homme qui les réclame. Voilà comment vous faites la force des lois, de même qu'elles font la vôtre. Il faut donc les assister comme on s'assisterait soi-même si on était offensé.
Il y a un petit côté d'actualité sur lequel nous reviendrons, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la netteté avec laquelle les principes sont dégagés. Il y en a un autre de ces principes à côté de la loi qui est le civisme. Et les Grecs ont pris conscience, les Athéniens ont pris conscience assez vite de l'importance du civisme. Ils ont inventé, dans cette fin du Ve siècle, un autre mot, là nous pouvons le dater avec précision, qui est le mot qui signifie la concorde, parce qu'ils ont senti le besoin de cette réalité. Et en ce moment, je suis en train d'écrire une vie d'Alcibiade, et c'est vraiment la description de la crise quand les hommes d'État, quand les chefs, quand même les citoyens cessent de penser au bien public, cessent de suivre le civisme et aboutissent à une crise quand chacun tire de son côté. Alors, à ce moment-là, on voit les défauts, les démagogues qui flattent le peuple, c'est-à-dire parlent pour lui plaire et non pas selon son intérêt, et inversement le peuple qui aime se laisser flatter, qui est conçu comme un peu dangereux et que Platon décrira plus tard comme un animal redoutable que l'on n'ose pas contredire, dont les colères sont terribles et qui a donc une influence fâcheuse sur la conduite et la pensée de chacun. Et alors on arrive aux excès, et on trouve autant de textes pour condamner la démocratie quand elle tombe dans ses excès, qu'on en trouve avant pour chanter ses beautés. Et il y a les fameux textes de Platon, que je ne citerai pas parce qu'on les a trop souvent cités en des moments de crise où on dit qu'on voit des choses épouvantables, comme par exemple le maître se mettant à flatter ses élèves et à prendre des façons badines pour avoir l'air jeune. La citation n'est pas rigoureuse, mais elle a été, on devine pourquoi, beaucoup employée dans ces derniers temps. Vous voyez, j'ai dégagé vraiment en quelques minutes 3, 4 principes essentiels qui montrent les beautés ou les dangers. Mais cette espèce de choix de morceaux comme ça piqués au hasard ne me paraît pas le principal. C'est pour donner une idée. Ce qui est important, c'est que ces découvertes, dont je viens d'exposer certains termes, ces découvertes se sont faites dans un dialogue constant, avec des tragédies, des orateurs, des historiens, se retouchant, d'année en année, se répondant. On découvre une chose, un autre rectifie, puis, au ras des événements, se déroule ce qui est une véritable aventure intellectuelle. Et c'est cela qui est la merveille de cette recherche. C'est pourquoi je distinguerai, du point de vue de l'effet de cette grande situation que j'ai évoquée, je distinguerai dans le résultat pour les études grecques 3 niveaux. Dans le domaine de la recherche, ce qui nous intéresse, c'est justement d'affiner, de préciser ce dialogue, la naissance des idées, de voir comment elles s'articulent et de voir du même coup comment naissent les idées politiques. Nous pouvons le voir en étudiant des thèmes. Il y a des thèses, et j'en ai fait, j'en ai dirigé, des thèses sur les problèmes de la démocratie grecque, sur l'idée de loi dans la pensée grecque, sur la liberté dans la pensée grecque, sur l'idéal de tranquillité dans la pensée grecque. Je ne vais pas citer toutes les thèses, il y a tout un domaine de recherche.
Il peut s'exprimer aussi dans des études sur des auteurs, sur un tragique qui ne dit pas la même chose que le précédent, sur un historien, j'ai beaucoup travaillé sur Thucydide, qui cherche à montrer dans l'histoire ces enchaînements qui sont vraiment la découverte de la pensée démocratique. C'est un travail minutieux. D'autre part, au niveau des rencontres, au niveau de la culture générale, j'ai cité exprès, au hasard et rapidement, quelques textes, enfin au hasard, presque au hasard, quelques textes qui peuvent à tout moment frapper quelqu'un, le faire réfléchir, amener à se demander pourquoi est-ce que ça existe, est-ce que c'est encore vrai, qu'est-ce qui s'est passé. Ces textes sont des chocs et des points de départ. Ils ont été le point de départ de toute la réflexion politique romaine, moderne, américaine, française. Et puis il y a un troisième niveau qui ne m'est pas, à moi, du tout indifférent. C'est le niveau de la formation des élèves dans les classes, ou même des jeunes qui commencent à l'université, il y en a. Je crois qu'avoir eu le contact direct avec ces moments et ces textes où la pensée est parfaitement claire, parce qu'elle est neuve, parce qu'on la découvre, où elle se présente avec cette vivacité de la découverte et sans ambiguïté possible, ça laisse mûrir en eux, même s'ils n'ont vu les textes que sommairement, ça laisse mûrir en eux la préparation de cet idéal, de ces vertus, de ces problèmes, qui seront les leurs dans la vie à venir. Alors, c'est un aspect par où, moi j'ai travaillé dans ce domaine, mais où j'ai l'impression qu'à tous les niveaux, il touche notre vie présente, notre vie politique d'aujourd'hui. Je viens d'évoquer l'espèce de dialogue continu qui se passe dans la littérature grecque et que nous pouvons suivre, parce que ces textes ont été conservés, nous donnent les choses d'année en année le plus souvent. Eh bien, la tragédie s'inscrit dans ce cadre. Je vous ai cité une pièce d'Euripide comme exemple. La tragédie s'inscrit dans ce cadre de deux façons. D'abord, c'est un théâtre pour tout le peuple, représentation d'or pour la cité entière, démocratique par conséquent, et nous avons repris des représentations pour de très grands publics maintenant, dans le même esprit, sinon dans les mêmes conditions. D'autre part, c'est une représentation où les auteurs interviennent sur les problèmes d'alors, c'est tout naturel, puisque le peuple est là et s'intéresse à ces questions. Dans toutes les pièces grecques, les tragédies, nous avons des allusions politiques à cette démocratie, à ses beautés, à ses difficultés. On pourrait faire l'histoire de la démocratie rien que d'après des tragédies. Donc, il y a un rapport entre les deux thèmes que je traite. Mais il y a aussi une différence majeure. C'est que toutes ces idées, tous ces thèmes, toutes ces découvertes, la tragédie les traite à travers des héros mythiques, par l'intermédiaire de ces héros, en introduisant un anachronisme qui fait que ces figures venues du mythe discutent des problèmes de l'actualité contemporaine. Alors ces héros, c'est une chose importante parce que il est clair que cela aussi dure jusqu'à notre temps, qu'il y a encore, sinon des pièces dans ces dernières années, mais des films, des œuvres de toutes sortes, utilisant ces héros. Alors ça vaut la peine
de réfléchir sur ce que sont ces héros. Ils venaient d'Homère. On commence donc avec Homère. Ils venaient de plus loin. Ils venaient souvent de mythes anciens. Mais Homère leur avait donné, si j'ose dire, le statut littéraire. Il avait déjà simplifié, choisi, humanisé ces personnages plus ou moins légendaires, et il en avait donné des images simples et fortes et quand même humaines. Alors là, je suis dans une parenthèse sur Homère, mais dès qu'on parle de héros, c'est nécessaire. J'ai dit des présences simples et fortes, en ce sens que les personnages, les héros, les personnages d'Homère incarnent un seul type de caractère, un seul type de destin, et sont conformes sans cesse à ce type. Par exemple, je veux dire que Achille est toujours emporté, passionné, plein d'élan, il est le bouillant Achille, comme on dit, alors qu'Ulysse, même dans l'Iliade, est prudent, toujours prudent, avisé, etc. On n'entre pas dans 1000 détours psychologiques comme notre roman moderne nous en a donné l'habitude, et le théâtre également. On a ces formes simplifiées et d'autant plus puissantes. J'ai cité Achille, Ulysse. Vous me permettrez bien de citer des femmes. Et vous verrez, en réfléchissant, c'est assez frappant de voir qu'on a dans l'épopée d'Homère Andromaque, la femme aimante qui va tout perdre, Hécube, la mère désespérée, Hélène, la trop jolie femme, Nausicaa, la tendre jeune fille. On a beaucoup de femmes, mais chacune, un type, chacune, si j'ose dire, conforme à son destin. Et ces héros, chez Homère, ont de la grandeur. Ils sont tout d'une pièce, ils sont liés avec les dieux, ils sont pleins d'idéal, tous. Mais ils sont en même temps très humains. Et ça, c'est probablement Homère qui leur a donné ce trait. Par exemple, Achille. Mais nous sommes émus quand nous voyons Achille couché tout de son long dans le désespoir quand son ami Patrocle est mort, voulant ne plus vivre, mais voulant quand même le venger. Nous sommes émus, j'ai cité Andromaque, quand elle dit adieu à son mari et qu'il prend l'enfant, qu'ils s'attendrissent tous deux sur le risque que cet enfant ait à souffrir de la mort du père, de l'exil, de tout ce qui risque d'arriver, et qu'Andromaque le reprend, la formule si belle, avec un sourire en pleurs. Nous sommes émus aussi quand nous voyons à la fin de l'Iliade, c'est quand même une épopée, c'est inhabituel dans une épopée, nous voyons Achille avoir pitié de Priam, Achille pensant à son propre père, avoir pitié de Priam et lui rendre le corps d'Hector contre lequel il avait tant de courroux, et que cette émotion va être la conclusion de l'épopée. Nous sommes émus aussi, je passe à l'Odyssée, quand nous voyons Ulysse tout seul lutter contre tant de difficultés, de misère, tout seul, contre toutes les difficultés, les monstres, les demi-dieux, divinités, la tempête, etc. Et il devient tellement le symbole de l'homme aux prises avec les difficultés de la vie que le thème continue à être employé. Il y a peu de temps, l'Ulysse de Joyce et l'Ulysse de Kazantzakis, et tout ça n'a aucun rapport. Chacun
voulant parler de l'homme, choisit l'emblème Ulysse. Alors, c'est là quelque chose de très caractéristique, c'est pourquoi j'ai dû faire cette parenthèse. Mais ces héros, ainsi définis, ainsi porteurs d'un destin et d'un sens facilement, ont été repris par la tragédie, et là, tout change. Dans la tragédie, nous les retrouvons tous. J'ai cité les femmes, j'ai cité Andromaque et Écube-Hélène. Eh bien, dans Euripide, il y a une tragédie Andromaque, une tragédie Hélène, une tragédie Écube. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes, et la tragédie a emprunté la grandeur qui était caractéristique, comme je l'ai dit, de ces héros, mais elle les a engagés dans une action, dans un problème, dans une situation où ils peuvent exposer des problèmes humains et généraux. Ils sont devenus les signes d'un langage. L'expression est couramment employée, mais il y a un très beau texte de Marguerite Yourcenar, très court, il y en a plusieurs, mais il y en a un que j'apprécie beaucoup, qui le dit avec tellement de netteté. Il dit « Au même rang que l'algèbre, la notation musicale, le système métrique et le latin d'église, la mythologie a été pour l'artiste et le poète européen une tentative de langage universel. » On ne peut pas dire les choses plus nettement. Alors, cet ensemble de signes est quand même un apport extraordinaire de la Grèce pour notre vie intellectuelle, notre actualité, etc. Mais il faut faire très attention à ceci, que pour que ce langage puisse exprimer quelque chose, il faut qu'il y ait une liberté et une possibilité de transformation des mythes à chaque auteur et selon son état de pensée et sa volonté. Et ceci est quelque chose de tout à fait passionnant. On peut suivre les personnages. Agamemnon était un roi un peu hésitant, mais éminemment noble et respectable dans Homère. Il n'avait pas encore le sacrifice d'Iphigénie, Homère n'en parle pas. Et puis il devient coupable parce qu'il a sacrifié sa fille. Et puis les choses évoluent, et à la fin du siècle, on voit un Agamemnon, dans Euripide, dans Iphigénie et Ulysse, qui est devenu un chef craintif, un démagogue qui a peur de l'opinion, qui veut garder sa place. Et nous voyons là, par conséquent, le reflet d'une évolution morale d'abord et d'une évolution politique ensuite, qui change complètement le personnage. Évolution inverse pour Hélène. La belle Hélène dans Échille est une femme coupable, comme dit Échille, qui fut à plus d'un homme. Et c'est une horreur de se battre pour une femme comme Hélène. Et puis, au cours du Ve siècle, on a découvert la rhétorique, l'art de défendre les mauvaises causes, et on a une première pièce d'Euripide où Hélène a le droit de se défendre, présente des arguments, se justifie, et à la fin, on a même une pièce d'Euripide qui s'appelle Hélène, où elle est tout à fait innocente, puisqu'elle n'a même pas été à Troie, et les gens, les hommes, ne se sont battus que pour un simulacre. Ce qui veut dire qu'on a l'histoire intellectuelle, l'actualité intellectuelle du temps pour l'art de se défendre, et l'actualité politique, puisque la condamnation de la guerre s'est aggravée.
Autre exemple, Échille avait écrit une pièce sur la querelle des fils d'Édipe, les sept contre Thèbes, où on voyait un des fils généreux, chef magnifique, puis brisé par la malédiction de son père. Euripide écrit une autre pièce sur le même sujet, où il n'y a plus, la malédiction ne compte plus, l'héroïsme de guerre non plus, mais ce qui compte, c'est la division, la lutte entre deux frères, symbole de la lutte dans la cité, et vous voyez que nous retrouvons l'idée de la concorde qui se découvre alors, de la nécessité du lien civique, et il introduit même un jeune homme possédé par le lien civique. J'aurais pu vous citer Antigone aussi. J'aurais pu vous citer Antigone parce que tout le monde connaît les problèmes moraux profonds, éternels, qui sont posés par Antigone, par la pièce de Sophocle. Par exemple, les lois de l'État et les lois religieuses, l'obéissance à un domaine ou à l'autre, la prudence ou l'héroïsme, le pouvoir absolu ou bien l'opinion, tous ces problèmes qui nous touchent encore sont dans l'Antigone de Sophocle. Mais Antigone, inconnue dans Homère, inconnue dans les poèmes du cycle, elle doit être d'invention, peut-être a-t-elle été citée une fois, mais non seulement on modifie le mythe, mais on va privilégier un personnage, inventer des détails pour porter ces problèmes et leur donner une réalité. Et d'ailleurs, autre signe, Antigone meurt dans la pièce de Sophocle. Et nous avons perdu la pièce d'Euripide sur Antigone, mais nous savons qu'elle épousait Aimon, son fiancé, ce qui est une conclusion assez différente. C'est cela qui est passionnant. C'est cela qui est passionnant parce que nous retrouvons là le même dialogue continu que dans la partie que j'évoquais sur l'invention de la démocratie. Et nous le trouvons présenté à travers des personnages qui sont encore vivants pour nous et qui en plus rendent les idées vivantes et proches. A priori, ces remarques sur la tragédie, qui sont d'ailleurs nullement des inventions à moi, ne suggèrent pas beaucoup la recherche dans les études grecques. Pourtant, en ce qui me concerne, ça a été une grande part de ma recherche parce que il est passionnant de voir comment, sous ces formes presque fixes que sont les héros et les mythes, se glisse la liberté d'interprétation et comment en réalité chaque mot dans une tragédie, chaque situation est une modification, consciente ou non, mais une modification des données antérieures. Alors restituer ce dialogue, comme dans la partie précédente d'ailleurs, mais avec beaucoup plus de précision, car ici c'est une recherche fondée sur des détails littéraires et d'expression. Cela permet de voir les rapports, l'histoire de la pensée, l'histoire, comment Euripide a pu être influencé par les événements, bien entendu, mais aussi par les sophistes, comment il est arrivé à dégager certaines idées qui préparent de très près souvent Platon, parce que cet enchaînement est quelque chose d'extraordinaire. Alors là, on fait de l'histoire des idées vraiment au contact du concret. J'ai dit histoire des idées, je n'ai pas dit histoire des mentalités.
Vous voyez que c'est très différent. L'histoire des mentalités existe, bien entendu, mais il s'agit de suivre les faits collectifs de l'évolution de la pensée. Là, je parle de ces découvertes, de ces poussées individuelles, de ces réactions de l'artiste, qui, en réalité, ont un effet sur la société. Elles en sont un peu le produit, mais elles ont aussi un effet sur la société. C'est au cours de ces inventions, de ces rectifications de détails, que peu à peu s'élabore la protestation contre ceci, l'invention de cela, l'espoir d'autre chose. Et c'est là un aspect qui est essentiellement créateur, qui est un élan créateur comme certainement on n'en a jamais vu en d'autres époques, et que l'on peut suivre grâce à ces témoignages avec plus de netteté que nulle part ailleurs. Si bien que, en même temps qu'on étudie chaque petit problème, le rapport de telle pièce d'Eschyle avec telle pièce d'Euripide ou avec tel traité contemporain, on étudie la façon dont se renouvelle la pensée dont elle pèse sur la société. Pèse au sens favorable du mot, le plus souvent. Alors cela veut dire des études du genre de ce que j'ai dit, portant sur les tragédies, sur l'évolution d'un type, d'un personnage. J'ai fait récemment une conférence sur Andromaque, par exemple, mais c'est tout à fait extraordinaire de voir l'évolution de l'histoire d'Andromaque, le même signe, le même héros tragique, il faudrait mieux dire héroïne, et qui revêt d'abord des caractères différents dans les faits, et puis des interprétations différentes selon qu'on a pitié de ceci ou de cela. Cela traverse les auteurs grecs depuis Homère, Euripide, mais cela passe au latin, cela passe du latin à Racine, cela passe de Racine à des auteurs. Je terminais en évoquant le poème de Baudelaire qui dit « Andromaque, je pense à vous » parce que ça veut dire « je pense à toutes les personnes déplacées, malheureuses, etc. » Et c'est toujours passionnant de suivre l'évolution, soit dans le détail avec un auteur, soit à travers un thème, soit dans une œuvre elle-même. Toute édition d'une œuvre, c'est de la recherche, et cela fait avancer ce genre d'études. Alors là, je crois qu'il y a un domaine très fécond, et entre parenthèses, on s'aperçoit que, j'aurais dû le dire plus tôt, mais je le dis maintenant, que la liberté créatrice par rapport au mythe n'est nullement l'apanage de gens comme Giraudoux ou Anouilh, qui nous paraissent avoir des audaces extraordinaires. Celle du 5e siècle avant Jésus-Christ était tout à fait aussi grande et probablement encore plus révélatrice, parce que maintenant les choses se sont éparpillées et qu'alors c'était un dialogue serré de gens qui vivaient pour la première fois ces expériences. J'ai parlé de la recherche du résultat de l'étude de ces héros mythiques sur la recherche. Je devrais parler des rencontres de culture, mais je l'ai presque déjà fait avec l'exemple que je donne ici. Et quand je cite Racine ou Baudelaire, ce sont ces rencontres de culture. Mais il y a un peu plus du fait que les idées sont alors exprimées à travers ces héros et leur grandeur, elles prennent un relief qu'elles n'ont pas ailleurs. On peut dire, je condamne l'ambition, c'est très fâcheux pour la cité, etc. Bon, on écoute ça respectueusement, on n'en tire rien. Mais quand on voit un héros tragique comme Éthéocle, justement cette fameuse querelle des deux frères, comme Éthéocle, qui dit je fais de la domination mon idéal, ma déesse, si je peux avoir
plus me contenterai-je de moins, qui fait une espèce d'incarnation définitive de cette ambition, on est beaucoup plus frappé. Et les gens des générations qui sont venues après, des siècles qui sont venus après, ont été frappés parce que ce langage venait de ces héros mythiques et prenait ce relief. Alors l'influence est assez extraordinaire. Je vous ai cité au début le texte d'Euripide, des suppliantes d'Euripide sur la démocratie et la loi. Eh bien, même hors de France, il se trouve que Milton cite ce texte dans un petit pamphlet sur la liberté d'expression. Il se trouve que les pères fondateurs de la Constitution américaine ont cité ces exemples grecs constamment, en ont été hantés. Et cela me mène tout naturellement à l'évocation de ce que ça peut être pour les classes. Je suis professeur dans l'âme et j'aime terminer en insistant sur les classes parce que on a l'habitude de défendre les études grecques en disant que quelle bonne gymnastique pour l'esprit, on apprend la construction, etc. C'est vrai, il y a cet aspect, mais ça n'est pas le seul. Je crois que si des enfants ont rencontré 1, 2, 10 de ces textes, presque rien, il n'est pas question d'espérer qu'ils prendront la même joie que moi à se dire « Ah, Euripide change par rapport à Échille » ou « Ah, quelle différence, c'est l'influence de tel philosophe ». C'est impossible. Mais ils garderont nécessairement quelques images de ces héros tragiques encore vivants, porteurs d'un idéal qui peupleront leur vie. Je ne dis pas un idéal qu'on va imiter, mais auquel on puisse se référer, qui soit comme un levain, comme une présence, comme quelque chose qui s'assimile peu à eux et qui est un peu plus riche et stimulant que la simple expérience de leur vie quotidienne. C'est un peu pour ça, c'est une des raisons, il y en a beaucoup, pourquoi je suis si attaché à ce que l'étude des textes grecs se poursuive et se développe même pour les élèves et dans l'enseignement secondaire. J'ai fondé une association pour cela, je me donne du mal, mais vous voyez la façon dont ces héros tragiques peuvent peupler l'esprit d'un jeune et lui inspirer pitié, admiration, exaspération, tout ce qu'on veut, mais être réel, ça donne à sa vie une autre dimension. Alors je devrais, en conclusion, m'accuser, ou plutôt remettre les choses en place. Il y a bien d'autres façons, et passionnantes, de pratiquer les études grecques. Directement ou indirectement, je pense qu'elles sont toutes aussi actuelles. J'ai parlé au début de l'anthropologie, de la sociologie, etc. Mais on peut étudier tout à partir des monuments figurés, à partir de la vie quotidienne, il y a des gens qui étudient les villes, il y a des gens qui se sont spécialisés dans les contacts entre cultures, aux limites de l'hellénisme. Est-ce que ce n'est pas actuel, cela aussi? Il y a autant de façons imaginables d'étudier cela. Et je ne voudrais pas laisser penser un seul instant que les deux façons que j'ai étudiées sont les seules. Je les ai citées parce qu'elles illustraient mon explication de l'actualité des études grecques. Mais en vérité, je dois le dire, je les ai citées parce que c'est ce que j'ai fait.
c'est mon expérience, c'est ma vie. J'ai fait ça tout le temps, année après année. J'ai commencé avec Thucydide, j'ai continué avec les tragiques, je suis resté parmi eux. J'ai fait de temps en temps un effort courtois pour me cultiver, aller au-delà, faire des rapprochements. J'ai aussi quand même parlé d'Homère. Mais tout ceci était une unité. Alors, je dois le dire, d'abord, pour m'en excuser et pour laisser la place aux autres, mais aussi parce que je peux ajouter un témoignage, cette fois-ci bien fondé, c'est qu'après non, je ne dirai pas le nombre d'années, mais qu'après toutes ces années employées à étudier sous cet aspect les merveilles des textes grecs antiques, je n'ai jamais eu une minute de regret. Et comme on dit, si c'était à refaire, je le referais.